Bonjour et bienvenue chez Papa Maman, tout va bien. Mon pays est une perle discrète, telle des traces dans le sable. Mon pays est une perle discrète, telle des murmures des vagues. Alors ces petits mots-là, ce n'est pas moi qui les ai dit, c'est l'un des nombreux poètes mauritaniens, Ousmane Moussa Diagana. Aujourd'hui on part vers un pays inconnu, la Mauritanie. Alors cet épisode je l'attends depuis longtemps parce que l'on va découvrir un pays que peu de monde ne connaît et pourtant la Mauritanie c'est 1 million de km², donc ça représente quand même 2 fois la taille de la France métropolitaine, donc c'est un pays assez énorme, mais c'est un pays rempli de sable et de seulement quelques villes. Malgré sa taille, on n'entend pas parler de ce pays, en sport nada, à part il y a eu 2 participants et participantes au JO de 2020 et la participation à la Coupe d'Afrique de football en 2022 et c'est tout. En politique et en économie, ils font pas beaucoup de vagues non plus, à part le commerce de fer, qui représente plus de la moitié des exports. On a entendu un petit peu parler de la Mauritanie parce que la course automobile Paris-Dakar y passait, mais depuis 2001, à cause du risque terroriste présent dans le Sahel, le Paris-Dakar a pris le large. Pour découvrir ce pays, je vous propose de rencontrer Manon. Manon, elle est venue pour 6 mois en Mauritanie et elle est finalement restée 3 ans. Elle a travaillé à la coopération allemande, puis au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation mauritanien. Manon est une candidate idéale pour nous faire découvrir le pays puisqu'elle a traversé de long en large, elle a été dans toutes les villes, tous les villages, elle a été sur la côte admirer les couchers de soleil, elle a été sur les dunes admirer le ciel étoilé, elle va nous raconter ce qu'elle a vu, appris, goûté en Mauritanie, la perle discrète. Salam alaikum Manon. Malaikum salam. Choukran beaucoup de nous permettre de découvrir la Mauritanie. Avec toi, on va découvrir un pays de désert, un pays de nomades, un pays mystérieux car très discret. Raconte-nous comment c'est l'arrivée en Mauritanie depuis la France, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qui surprend au début quand on arrive en Mauritanie? Alors, ce qui m'a surpris au début quand je suis arrivée en Mauritanie, je pense que c'est l'étendue de sable. Vraiment l'impression d'arriver donc à Nouakchott, à la capitale, avec une petite ville, enfin ça reste une grande ville, une capitale, etc. Mais vraiment noyée dans un espèce d'énorme désert. Et je pense que c'est ça qui est impressionnant au début, c'est de se retrouver dans cette espèce de ville, mais entourée de sable et vraiment rien d'autre. Et de pouvoir croiser un chameau sur le bord de la route entre l'aéroport et la ville, quoi. Et dans la ville, c'est des routes bitumées ou c'est que des routes de sable? Je crois que ça évolue vite. Déjà, moi, quand je suis arrivée là-bas, ça avait, on me disait que ça avait déjà bien changé, mais c'est vrai que il y a des grands axes qui sont bitumés, quoi, que c'est du bitume. Et puis il y a quand même beaucoup d'endroits qui sont encore des pistes de sable. Alors on m'a dit que ça avait beaucoup changé récemment, et que ça avance vite, que ça change vite. Mais à l'époque, il y avait 2 feux rouges, 5 ronds-points peut-être, et puis le reste des pistes de sable, quoi. Devant chez moi, c'était des pistes de sable. Ça m'arrivait plusieurs fois de m'ensabler en voiture et de demander dans la rue est-ce qu'il y a des gens qui poussent ma voiture pour que je puisse me déplacer, quoi, sortir de la situation. Mais ouais, c'était encore pas mal de sable à l'époque. C'était vraiment pas mal de sable. Ok, énorme. Alors je précise juste pour nos auditeurs, tu n'y as pas été depuis 3 ans, donc c'est une ville et un pays en pleine expansion, et en fait en 3 ans il peut se passer beaucoup de choses. Donc il y a des choses qui restent vraies que tu vas dire, mais il y a aussi des choses, par exemple infrastructures, supermarchés, qui ont peut-être évolué pendant ces 3 ans. Donc voilà. Et du coup je voulais savoir, Nouakchott, c'est une ville de plus de 1 million d'habitants, donc ça reste une grande ville. C'est comment l'animation dans les rues de Nouakchott? Est-ce que c'est comme à Madagascar où tout le monde bouge dans tous les sens, ou c'est beaucoup plus calme? Non, il n'y a pas grand monde dans les rues. Enfin, ça vit un peu, mais les gens se déplacent peu à pied. C'est un endroit où, enfin, c'est un mode de vie qui est peu tourné vers les espaces publics extérieurs. On est vraiment sur des gens qui se rencontrent toujours à l'intérieur, qui se déplacent au final pas tant que ça dans la ville, en tout cas peu à pied, et c'est pas un endroit où ça vit beaucoup, quoi, à l'extérieur. Ok, il n'y a pas de parc, de place, de stade en plein milieu de la ville. Le stade, alors il a été fermé très longtemps quand j'y étais.
Et puis après il a été ouvert, mais c'était pas un endroit où il y avait énormément d'activités. Alors il y avait quelques matchs de foot qui rassemblaient beaucoup de personnes, hein, comme dans tous les pays du monde. Mais il y a ouais, il y a pas beaucoup de place. Il y a il y a quasiment pas de parc. Non, il y a quasiment pas de parc. Hein, il y a très peu de végétation. Et puis les Mauritaniens n'ont pas la main verte. Mais oui, voilà, ouais, c'est pas la rue est pas pensée pour y vivre, pour faire des terrasses, etc. Les terrasses qu'on voit, c'est en général soit des Marocains, soit des Libanais qui tiennent les restaurants ou les magasins de jus, quoi. Mais on croise du monde, hein, évidemment, ça reste une capitale, hein, il y a du monde qui circule, etc. Mais pas tant que ça, quoi. Et question un peu bête, il y a un centre-ville à Nouakchott, la capitale du pays, ou alors il n'y a pas de grande route commerciale avec plein de magasins? C'est des boutiques, c'est des petites boutiques. Alors pareil, hein, c'est des choses qui évoluent vite. Quand je suis partie de Mauritanie, il commençait à y avoir des grosses enseignes qu'on n'avait jamais vues encore dans le pays. Mais sinon, c'est des petites boutiques, hein, partout. Il y a un quartier avec des quincailleries, il y a un quartier avec où ils vendent que des bassines, ou un quartier où ils vendent que des tissus, un quartier où ils vendent à manger, enfin des petits produits de tous les jours, hein, où tout le monde s'alimente, et puis un marché aux légumes un peu plus loin, mais il y a plusieurs centres comme ça, et on sait quand on veut aller chercher quelque chose, on sait dans quel quartier on doit aller. Ok, d'un quartier à l'autre, c'est facile d'y aller? Faut prendre un taxi, un bus, comment ça se passe? Alors, il n'y avait pas de taxi à mon époque là-bas. Ça a dû changer, mais j'ai vu apparaître les premiers taxis à l'aéroport. Avant, il y avait vraiment aucun taxi. Et vous faisiez comment alors? On avait quasiment tous une voiture, où on marchait, ouais, moi j'avais un vélo à un moment. J'ai circulé en vélo peut-être un an. Enfin, après je continuais à circuler, mais c'était avant d'avoir ma voiture. Mais c'est pas forcément évident parce que comme c'est du sable partout, en fait en vélo on se retrouve vite à plus pouvoir avancer. Et c'était pas le plus pratique. Mais ouais, on se déplaçait beaucoup en voiture. Alors on va reparler de Nouakchott plus tard, mais j'aimerais bien attaquer dès le début avec un sujet important et te lire quelques phrases que j'ai pu lire sur le site du ministère des Affaires étrangères du Canada sur la Mauritanie, parce que avant de venir, tout voyageur, toute personne qui veut découvrir le pays se renseigne sur le pays. Et alors le site du ministère des Affaires étrangères du Canada nous donne ces petits florilèges. Le risque d'enlèvement est élevé en Mauritanie et les Occidentaux sont des cibles de prédilection. Il y avait aussi « Il existe une menace terroriste, séjourner dans des hôtels bien sécurisés. Rappelez-vous toutefois que, même dans les endroits les plus sûrs, des risques peuvent subsister. » On avait aussi « Les femmes qui voyagent seules peuvent subir certaines formes de harcèlement, de violences verbales et d'agressions physiques. » Bon, ce genre de phrase, ça donne pas du tout envie. Est-ce que tu peux nous faire un point sur la situation sécuritaire en Mauritanie, le djihadisme, est-ce qu'on peut sortir, est-ce qu'on peut aller dans le désert? Voilà, comment ça se passe? C'est difficile d'avoir une réponse ferme et formelle sur ça. Je pense que dans tous les pays, hein, il y a des endroits où on est moins à l'aise, on est moins en sécurité, etc. Notamment pour les femmes, malheureusement, je pense on est exposé à plus de risques. Mais c'est vrai que moi, je me suis peu sentie en insécurité. J'ai pas le souvenir de m'être sentie vraiment en insécurité quand j'étais là-bas. Alors peut-être parce que je me suis menti à moi-même, ou peut-être parce que j'ai pas été dans les endroits où il fallait pas, etc. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un pays où déjà on ne vit pas d'agression comment dire, verbale dans la rue. On n'est pas en permanence harcelé avec je sais pas, des hommes qui pourraient nous faire des remarques sur notre tenue, ou juste sur tout et n'importe quoi, hein, peu importe, hein, parce que ça c'est tout type de remarques qu'on peut avoir dans d'autres pays. Je trouve que la Mauritanie, c'est un pays où c'est très mal vu d'avoir des remarques déplacées envers les femmes dans la rue. Donc c'est quelque chose, je crois que ça m'est arrivé une fois en 3 ans. Donc c'est vraiment anecdotique par rapport à d'autres pays, à la France, à plein d'endroits où j'ai été beaucoup plus harcelée au quotidien dans la rue. Et déjà, il y a ça qu'on subit pas.
qu'on subit pas au quotidien cet harcèlement de rue. Puis après l'insécurité, ben oui, il y a des risques, on a des règles strictes quand on y est, surtout quand on sort de la ville, des endroits où on n'a pas le droit d'aller. Sur le territoire mauritanien, j'imagine que c'est des règles qui répondent à une situation sécuritaire qui existe, hein, qui doit être vraie, mais c'est vrai que on a surtout l'impression quand on y est que bah, il y a tout ce trafic qui se fait dans le désert où il y a la proximité avec le Mali où on sait que la situation sécuritaire est vraiment compliquée. Et en fait, j'imagine qu'il y a un risque important de trafic, etc. Mais c'est pas quelque chose qui est présent au quotidien en Mauritanie. On part dans le désert, dans des endroits qui sont autorisés évidemment. On rencontre des gens parfois qui ont jamais vu des personnes comme nous, qui ont jamais quitté leur village ou qui sont encore nomades et qui ont pas eu qui ont pas eu des rencontres comme ça, et c'est vrai qu'on se sent vraiment en sécurité, on sent les gens sont curieux, on est très bien accueillis. Et je pense que l'insécurité est un peu exagérée parce que c'est un pays islamique, parce que c'est un pays du Sahel où ben c'est un peu vrai sur l'ensemble des pays du Sahel hors Mauritanie. Il y a eu quand même des conflits armés, il y a eu des attentats qui ont eu lieu, etc. En Mauritanie, les derniers attentats, je sais plus de quand ils datent, mais c'est vraiment très ancien, et quand on compare avec ce qui se passe en Europe, c'est ridicule, en termes de nombre d'événements qu'il y a eu. Et c'est vrai qu'on se sent pas en insécurité forcément. Alors il y a des règles strictes, hein, malgré tout. On marche pas en tant que femme dans la rue à Nouakchott une fois qu'il fait nuit, ou dans la nuit, quoi. Je veux dire. En début de soirée, il y a aucun souci, il y a pas de problème, mais c'est vrai qu'il y a certains quartiers où on va pas forcément aller en fin de journée tout seul. Mais voilà, c'est des règles à suivre, des règles qui sont là, hein, qui peuvent être pesantes, hein. Par exemple, pour une femme d'aller marcher toute seule sur la plage, vraiment isolée, loin de la ville et loin de tout, c'est pas conseillé. Mais c'est vrai que en dehors de si on respecte ces règles-là, on est quand même dans un pays où on se sent bien et où on n'est pas enfermé entre quatre murs. Ouais, on n'est pas enfermé entre quatre murs à avoir des règles sécuritaires trop strictes au quotidien. C'est quand même un pays où on se sent libre et on a la possibilité vraiment de rencontrer des gens, que ce soit en capitale ou que ce soit au milieu du désert, avec des rencontres qui se font comme ça, au détour d'une dune. Non, c'est pas un pays où on est renfermé entre nous à pas pouvoir rencontrer les autres personnes. Et ça c'est top. Ça, c'est vraiment super agréable. Et tu parlais de règles strictes à Nouakchott. Est-ce que quand tu sors de Nouakchott, tu as des règles à appliquer? J'ai vu quand on regarde sur la carte française du ministère, la carte de Mauritanie sur le site du ministère des Affaires étrangères française, qu'il y a une sorte de zone orange et une zone rouge qui est délimitée par un trait droit. Comment ça se passe dans le désert? Est-ce qu'il faut pas dépasser un palmier et après on est en zone rouge? Comment ça se passe cette situation? Si, ça y a par contre, hein, on n'avait pas le droit d'y aller. On n'avait pas le droit d'aller en zone rouge. Ça, c'était vraiment l'interdiction formelle, et on était menacé de perdre nos contrats si on dépassait cette ligne-là. Donc on n'y allait pas. On n'y allait pas parce que la règle, elle est là pour une certaine raison, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein, ça doit répondre à une situation de sécurité qui doit être là. C'est bizarre, hein, d'avoir une ligne très très marquée, hein. Je me souviens à la route, quand on arrive à Kifa, on n'a plus le droit de dépasser, on n'a plus le droit d'y aller. Et c'est surprenant, hein, et je pense que c'est pas parce qu'on met un pied de l'autre côté de la ligne qu'il va se passer quelque chose, mais il faut mettre une délimitation, et
Et c'était celle-là, et on l'a respectée, enfin, de façon globale. J'imagine qu'il y a certaines personnes qui l'ont pas respectée, il leur est rien arrivé, et puis tant mieux pour eux. Physiquement, elle se matérialisait comment cette délimitation? C'était des villes et vous savez qu'il fallait pas dépasser la ville ou parfois c'était des lignes en plein milieu du désert? Bah, c'était le désert, hein, vraiment, c'était le désert. C'est une ligne qui est faite approximativement, j'imagine, par l'ambassade de France. Hein. C'est une carte qui est propre que aux Français. Oui, c'est la France qui a fixé cette ligne. Des fois, ça correspond à la fin d'une ville, mais en fait, il y a tellement peu de villes dans ce pays qui est immense qu'il y a des moments où ça traverse un désert. C'est entre deux dunes, j'en sais rien, je sais pas comment ça a été fixé. Mais ouais, c'est une limite assez floue par moment. On sait jamais trop. Moi, je sais qu'une fois, je suis partie à Kifa pour accompagner un ami et on s'est retrouvés après à attendre parce qu'il devait faire des choses ou autre et nous, on en a profité pour aller visiter un endroit où il y avait un peu d'eau et comme il n'y a pas beaucoup d'eau, bah, à chaque fois qu'il y a même un mini lac, c'est intéressant d'aller voir. Ça fait du vert, ça fait du bien. Et donc du coup, on avait dépassé cette ligne-là, mais on s'en était pas rendu compte. C'est après qu'on s'est dit ah, on a peut-être allé un petit peu trop loin par rapport à ce qu'on avait le droit. Mais tant pis, c'est pas grave. Mais c'est juste, je pense, une manière pour l'État français de faire une limite pour assurer la sécurité de ses ressortissants en Mauritanie, quoi. C'était une limite, une carte sur laquelle se basaient pas mal de personnes, mais qui était vraiment que contraignante pour les Français. Ok, pour info, parce que je me suis un petit peu renseigné, si on prend la carte de la Mauritanie et qu'on la met en Pologne, on va avoir Nouakchott qui va être, on va dire, à peu près à la frontière France-Espagne, et puis la zone rouge va se trouver à partir de l'Allemagne, et puis la zone vraiment dangereuse à partir de la Pologne. Donc voilà, pour se dire à quel point le territoire est vaste et à quel point le risque est éloigné de la capitale. Du coup, il y a de quoi faire autour de Nouakchott, mais on va en parler un peu plus tard. Avant ça, j'aimerais parler de la charia, parce que je suis assez novice à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, comment ça se matérialise? Qu'est-ce que c'est que la charia, la loi de la charia qui apparemment est appliquée en Mauritanie? Voilà, comment ça se matérialise? Alors là, je vais pouvoir répondre que partiellement. Hein. C'est pas une question sur laquelle je suis spécialiste et je pense que c'est un thème quand même spécifique. La charia, c'est la loi coranique, hein, c'est la loi du Coran. La Mauritanie, la Mauritanie a sa constitution et sa constitution est basée sur le Coran. Et donc du coup, les Mauritaniens disent qu'ils respectent la charia. Alors, est-ce que c'est vrai à 100% ou pas? Je sais pas. Il faudrait, je pense, demander ça à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Mais en tout cas, ce qu'il faut déjà une notion qui est importante, c'est que dans la constitution mauritanienne, on dit que tous les Mauritaniens naissent musulmans. Donc déjà, ça veut dire que l'islam est vraiment ancré dans la population mauritanienne, dans le pays. C'est vraiment, on est mauritanien, on est musulman quand on est mauritanien, et c'est un modèle qui n'est pas discuté. C'est-à-dire que tout le monde est musulman et l'islam est vraiment présente partout. Et ça, c'est super parce que, pour moi, c'était super parce que ça me permettait vraiment de me retrouver dans un pays où c'est pas un sujet où ça se discute, c'est pas un sujet sur lequel on débat ou sur lequel je sais pas, on soulève des problématiques qui pourraient être liées à ça parce que c'est une norme, c'est comme ça. Et donc du coup, ça, c'était vraiment un super vecteur d'apprentissage, je pense. Et donc du coup c'est présent mais partout, c'est-à-dire qu'on va organiser nos réunions de travail en fonction des rythmes des prières. On va pas travailler le vendredi après-midi parce que c'est jour de prière. Le port est illégal sur le territoire, l'alcool aussi. Donc il y a vraiment, on respecte dans le mode de vie, dans les règles qui s'imposent aux Mauritaniens et aux étrangers, hein, à tous ceux qui sont en Mauritanie, on respecte les principes de l'islam. Alors je sais pas à quel degré, hein, si c'est vraiment à 100% on suit le Coran ou pas, parce que je connais pas le Coran. Mais en tout cas, ça se traduit vraiment par un ensemble de modes de vie qui est vraiment propre à vraiment
la religion islamique, enfin la religion musulmane. C'est vrai qu'en termes d'apprentissage et de découverte culturelle, ça doit être incroyable. Mais est-ce que toi, par exemple, t'avais besoin de te voiler? Non, pas du tout. Je sais même pas si c'était obligatoire. Après, les femmes mauritaniennes étaient en grande majorité voilées. En tout cas, l'ethnie Maure, toutes les femmes Maures, je les ai vues tout le temps voilées. Alors je sais pas si c'est une vérité absolue, mais en tout cas, je crois que moi, j'ai pas vu de femmes mortes non voilées. Mais après, c'est voilé, mais c'est pas voilé. Enfin, c'est des femmes qui portent la tenue traditionnelle, qui a un espèce de très très grand voile qu'elles font passer plusieurs fois autour de leur corps, et puis elles finissent par le faire passer une fois au-dessus de leur tête. Et donc du coup, on voit parfois des cheveux, des fois ils tombent dans la rue, elles le remettent, mais voilà, elles sont couvertes par cette tenue, ce grand tissu, et oui, voilà. Je pense qu'il y a certaines qui pratiquent de manière très stricte, toujours bien couvertes, etc. Mais c'est pas systématique. Même au fin fond du désert, ça arrive qu'on voit des femmes qui, on voit à travers le voile l'épaule ou ce genre de choses. Enfin, j'ai pas ressenti le voile comme une pratique vraiment où on cachait la femme, etc. C'est vraiment quelque chose, je pense, assez spirituel aussi, ou en tout cas, enfin j'en sais rien, faudrait leur poser leurs questions à elles, en fait, je sais pas. Mais moi, en tout cas, en tant qu'étrangère, j'avais cette liberté d'être jamais voilée. Et j'ai déjà vu des femmes d'une autre ethnie, donc mauritanienne, mais soit Peul, soit Wolof, qui n'étaient pas voilées dans la rue, et ça posait pas de problème. Voilà. Après, je pense qu'en tant qu'étranger et en tant qu'étrangère, comme on n'appartenait pas à leur culture parce qu'on n'était pas nés mauritaniens, il n'y avait pas d'enjeu de nous faire appliquer leurs règles liées à l'islam sur nous. J'ai l'impression. En tout cas, moi, je me suis sentie vraiment complètement libre de me voiler ou non. Alors j'étais toujours vigilante quand même à couvrir mes épaules, à pas porter de décolleté et avoir quelque chose qui couvrait au moins jusqu'à mes genoux, mais aussi par respect par la culture, etc. On allait sur la plage, on était en maillot de bain, il y avait pas de problème, même s'il y avait des Mauritaniens ou des Mauritaniennes qui passaient sur la plage et qui eux étaient couverts, les femmes étaient voilées. Nous, on était en maillot de bain, il y a jamais eu aucun problème de cohabitation ou de jugement ou d'endroit où on se sentait pas à l'aise parce qu'on était en maillot de bain. Je pense qu'on a vraiment eu cette liberté de s'habiller comme on le souhaitait, avec quand même ce respect de couvrir les épaules, le décolleté et les genoux. Ok, bah c'est super, ça doit casser pas mal de clichés qu'on peut avoir sur la Mauritanie ou sur un État islamique. Et tu parlais de plage, il y a la plage à Nouakchott, est-ce qu'on peut se baigner librement comme ça, il n'y a pas de problème? Ouais, tout à fait. Ben en fait, toute la côte est une grande plage. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la côte, il y a quelques petites villes, hein, mais vraiment pas très grandes. Et sinon, il y a au nord, il y a Nouadhibou, il y a Nouakchott à peu près au milieu du pays, enfin au centre du pays, si on prend l'axe nord-sud. Et puis c'est tout, hein, sur la côte, et que Nouakchott, ça a été construit dans les années 80, donc c'est très très récent. En fait, on est sur un peuple qui est vraiment tourné vers le désert, et c'est assez récent, cette volonté cette installation sur la côte. Et donc du coup, en fait, il y a très très peu de construction, hein, sur la côte, et du coup on a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de côte où c'est vraiment le désert qui se jette dans l'océan. Et voilà, c'est des dunes qui tombent dans l'océan à certains moments. D'autres endroits, c'est plat et c'est un désert soit de sable, soit de cailloux qui va vers l'océan. Et en fait, il y a toute cette côte qui est parfaitement libre. Alors, il y avait certains endroits où on aimait bien aller parce que s'il y avait des restaurants en face de la côte, alors du coup, on allait manger du poisson là-bas, c'était sympa. Mais si on avait envie de prendre la voiture
On prenait un 4x4 et puis on allait se poser au bord de la mer et puis on installait la raima, donc la tente traditionnelle des nomades en Mauritanie, et on l'installait en face de la mer et on pouvait passer la journée au bord de la mer comme on souhaitait. Non, il y avait cette liberté d'aller à la plage, ouais. Ça a l'air exceptionnel, ça me donne envie d'y aller. Bon, tu parlais du coup de Nouakchott, qu'il fallait se couvrir les épaules, qu'il fallait éviter de sortir la nuit. Voilà, je te connais un peu, je sais que t'aimes bien prendre de temps en temps une petite bière ou deux. Comment on fait dans un pays où il n'y a pas de port, où il n'y a pas d'alcool, pour avoir une petite bière face au coucher de soleil? Est-ce que c'est possible même? Bah, c'est possible caché, quoi. C'est-à-dire, j'aurais jamais sorti de l'alcool en public. Ça aurait été déjà j'aurais été en illégalité complète, même si s'il y a personne, j'aurais été aussi en complète illégalité, mais on se cachait, on se montrait pas à la population, hein. Enfin, si on buvait de l'alcool, on le faisait entre nous et on essayait de le cacher au maximum. Et donc du coup on arrivait à obtenir de l'alcool grâce à ce qu'on appelait les quotas. C'était des paquebots qui venaient avec des je sais pas, des colis de courses qu'on avait commandés quelques mois avant et qui du coup venaient directement d'Europe et qu'on recevait je sais pas, tous les 3 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on faisait nos commandes. Ensuite on envoyait notre liste d'achat, donc que ce soit pour beaucoup c'était beaucoup d'alcool pour qu'on ait nos stocks, des bières et puis autres, quoi, du vin de table ou même d'autres alcools plus forts. Donc on achetait ça depuis les ambassades et puis ça venait en Mauritanie par bateau, donc on prenait plusieurs mois à attendre que ça arrive jusqu'à nous, et puis une fois qu'on avait ça, c'était transporté du port jusqu'à l'ambassade, et nous on venait chercher ça à l'ambassade et après on ramenait ça chez nous et là on le cachait pour pas que ça se voit. Et donc du coup on avait de l'alcool, on avait nos stocks d'alcool pour les 3 ou 6 prochains mois en fonction des prochaines commandes. Donc l'ambassade était complice et la douane, elle devait s'en douter de ces magouilles-là. Ouais, oui, il y avait des fois les bateaux restaient très longtemps au port et qu'on n'arrivait pas à les faire sortir parce que ils avaient pas encore négocié assez bien leur truc, quoi. Donc tu cachais tes bières et tout, mais tu pouvais pas aller à un concert, il y avait pas de boîte de nuit, il y avait pas de bar, donc tout ça c'est mort. Bah, y a pas de bar. Je sais qu'il y avait 1 ou 2 boîtes de nuit où j'ai jamais trop mis les pieds parce que ça m'intéressait pas trop. C'était des endroits qui avaient pas trop bonne réputation. Et puis on se retrouvait beaucoup. Moi j'ai eu la chance de rencontrer énormément de monde et des gens qui ont vraiment marqué mon expérience, et je pense qu'ils m'ont fait beaucoup grandir, que ce soit des Mauritaniens ou des étrangers, hein. Et donc du coup on avait quand même une bonne équipe avec qui on pouvait se retrouver, en sachant que ça reste un petit pays, donc on se connaît tous très vite, très bien. Et c'est 4 millions d'habitants, hein, c'est pas gros, hein. Et donc du coup on faisait nos petites soirées à la maison, à droite à gauche, chez les uns, chez les autres, et puis voilà. Ok, super, on a parlé de boissons, maintenant on va parler un peu de nourriture. Qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi les plats traditionnels? Ils mangent beaucoup de viande. En fait, c'est une population qui est encore nomade, semi-nomade, et donc du coup c'est un peuple avec beaucoup d'élevage de manière traditionnelle, surtout que il y a pas grand-chose qui pousse, hein, dans un désert, donc tous les fruits et légumes, je pense qu'ils venaient du Maroc, et ouais, c'était pas vraiment dans la culture alimentaire des Marocains de manger beaucoup de fruits et légumes. Du coup, on mangeait. Alors, le plat de la fête, c'était beaucoup le méchoui. Donc, c'était, je sais pas, une petite chèvre qu'ils avaient égorgée pour l'occasion et qui fourrait avec de la semoule ou avec du riz. C'était super bon. C'était vraiment très très gras. Et du coup on mangeait beaucoup ça, mais ça c'était vraiment les plats de fête, hein. Et vraiment quand c'était vraiment la grosse fête, c'était le chameau. On mangeait du chameau. Moi je crois que j'en ai jamais mangé, hein. C'est vraiment les mariages
où les très grosses fêtes, on peut égorger un chameau et manger du chameau. Et puis sinon, bah nous, on mangeait les fruits et légumes qu'on achetait au marché. Je pense que c'était des fruits et légumes qui venaient du Maroc, hein. Et puis il y avait quelques restaurants ivoiriens. Alors on avait la tiéké, la loco. On avait aussi le tiep, hein. Le tiep, hein, c'était un plat qu'on mangeait beaucoup le midi. Je pense traditionnellement tous les midis, mes collègues mangeaient le tiep. Donc du coup sénégalais, hein, parce qu'il y a quand même un gros mélange culturel avec le Sénégal. Et puis voilà, le thé, hein, évidemment, le thé, c'est un. On peut pas passer à côté du thé quand on va en Mauritanie, hein. Parce que c'est des espèces de tout petits verres, c'est des shots de thé, donc c'est très très chargé en thé, c'est très fort en thé. C'est un thé à la menthe, mais la menthe a bouilli avec le thé, donc c'est vraiment amer, c'est très fort. Et donc du coup ils mettent beaucoup de sucre dedans. Et c'est dans des tout petits verres, et on boit ça et on en boit toujours par 3. C'est-à-dire que à chaque réunion, ou à chaque fois qu'on allait chez les gens ou qu'on invitait des gens chez nous, on avait le droit à la préparation du thé, ou dans des toutes petites théières en aluminium, on faisait bouillir le thé et on en servait toujours 3 chacun. Et je me souviens plus, le premier est doux comme la vie, donc sucré. Le deuxième est suave comme l'amour, et le troisième est amer comme la mort. Je crois que ça doit être ça. Je me souviens plus exactement, mais il y a un proverbe qui dit ça sur les 3 thés qu'on prenait tout le temps. Ok, bah il y a la même chose au Sénégal. Alors je suis plus trop sûr de l'ordre, mais je crois qu'au début il est amer comme la mort, ensuite il est doux comme la vie, et ensuite il est sucré comme l'amour. On a la même chose un petit peu plus au sud. Tu me donnes envie de venir, et si je viens, qu'est-ce que je fais si je viens 1 ou 2 semaines? Est-ce qu'on fait que du désert? Est-ce qu'on fait un petit peu de temps à Nouadhibou? Voilà, qu'est-ce qu'on fait si on vient comme un touriste pendant 1 ou 2 semaines en Mauritanie? Nouadhibou, je conseillerais pas forcément, même si ça peut être sympa. C'est quand même une ville, c'est une ville économique, très axée sur l'international. C'est-à-dire que c'est vraiment un gros port où on fait beaucoup d'export-import. À part ça, il n'y a pas grand-chose à voir à Nouadhibou. Dans le nord du pays, il y a le train de la SNIM, je crois que c'est la SNIM, c'est la société mauritanienne qui s'occupe des minerais de fer. Et c'est le train qui a été très longtemps le train le plus long ou le plus lent du monde, je sais plus, mais certainement les deux. C'est un immense train qui est chargé de minerais de fer et qui traverse le désert. Et ça prend, je me souviens plus, mais ça doit prendre 2 jours peut-être pour faire ce trajet-là. C'est extrêmement lent. Le train a toujours énormément de retard. Et en même temps, c'est une belle manière de voyager et de voir ce désert et de mesurer en fait l'étendue de ce pays et pourquoi en fait cette culture et cette vie nomade, elle a un impact énorme dans la perception qu'on peut avoir avec le temps et l'espace. Vraiment, le temps et l'espace, c'est autre chose que ce que nous on connaît. Et je trouve que prendre ce train qui est extrêmement lent, c'est un petit peu nous remettre dans ce rythme mauritanien bah voilà, bah c'est comme ça, et puis on attend et on regarde le désert passer, même si c'est parfois très très redondant. Ben c'est super à faire, c'est vraiment super à faire. Il y a quelques wagons voyageurs, mais j'y ai jamais été. Et puis sinon, l'idée c'est de s'installer sur le minerai de fer, donc dans les cuves, et d'attendre à la belle étoile. On voit les étoiles, c'est super parce que comme il y a très peu de nuages, on a un ciel magnifique en Mauritanie. En tout cas la nuit. Donc ça c'est la première chose qui est faisable en Mauritanie, même si c'est pas hyper pratique parce que c'est un peu loin de la capitale. Sinon bah le désert quoi. Enfin c'est sympa hein, d'aller sur la côte, d'aller regarder ces grosses dunes tomber dans l'océan. L'eau est quasiment toute l'année, enfin on peut se baigner quasiment toute l'année, hein, même s'il y a des moments où elle est un peu plus fraîche que d'autres. Et puis c'est une mer hyper poissonneuse, donc quand on est dans la mer et qu'on nage un petit peu dans les vagues, on voit les poissons passer dans les vagues, donc ça c'est incroyable. Et
et ouais, c'est top, c'est beau, hein, l'océan. Mais vraiment l'immanquable, je pense, la chose à faire en Mauritanie, c'est évidemment d'aller dans les déserts, aller visiter des villes comme Tichy, Touadane, Chinguetti, qui sont des villes historiques qui existent depuis très longtemps et qui, pour certaines, ont des bibliothèques coraniques, mais qui sont vraiment très très anciennes, vraiment des villes historiques faites en pierre datar, donc des dalles de pierre, et c'est vraiment très très beau à aller voir. C'est vraiment c'est dingue qu'il y ait encore toutes ces constructions qui tiennent encore debout, c'est vraiment très beau. Et puis aller voir les différentes oasis, elles sont toutes différentes les unes des autres. De toute manière, il y a pas un désert, il y a plein de déserts. Il y a du sable, des cailloux, il y a des endroits qui sont très très répétitifs, avec une dune après une autre dune et une autre dune, et puis d'autres où c'est une falaise qui s'effondre avec entre deux falaises, comme une cascade de sable en fait. Donc tout est très beau dans le désert. Ça prend du temps et je trouve que c'est bien. Ça nous rend un peu humbles. Ouais, il y a quoi sur la côte? Il y a le parc du Banc d'Arguin où on voit aussi. Ouais, ça c'est merveilleux. Au parc du Banc d'Arguin, en fait, on voit au parc du Banc d'Arguin et au parc du Diaoling, c'est des réserves aussi pour les oiseaux. Pour les oiseaux, je crois. Pour les oiseaux et pour les poissons, peut-être. Mais en tout cas, c'est des réserves naturelles où tous les oiseaux migrateurs qui quittent l'Europe pendant l'hiver viennent en Afrique, et en fait une grande partie s'arrête en Mauritanie, et du coup il y a vraiment une période de l'année où on voit plein de flamants roses, on voit plein de canards, on voit des oies, et c'est vraiment super à voir sur certaines périodes de l'année, d'être présent dans ces parcs où on peut voir vraiment énormément d'oiseaux. Et puis des oiseaux qu'on a l'habitude de voir partir, fuir l'hiver, et là qui sont présents, c'est drôle, ça donne une autre dimension à notre place dans le monde, où on se trouve dans le monde, c'est assez agréable. Donc voilà, à la fois du désert et à la fois de la côte. Ça a l'air fantastique, tu me donnes envie de venir demain. Est-ce que tu peux nous raconter, bon là t'en as déjà raconté beaucoup, mais nous raconter un moment fantastique, un moment exceptionnel où tu t'es dit mais quel bonheur je vis actuellement. Ouais. Bah oui, évidemment. Plusieurs situations, hein. Il y a un moment vraiment incroyable où j'ai cru que j'étais dans un film. J'ai amené pour la première fois un ami dans le désert avec moi, et on a pris la route. On est parti dans une oasis qui s'appelle Tergit, si je me trompe pas. C'est fou d'oublier les prénoms, enfin les noms des endroits. Mais bon, on est parti à Tergit. Et à Tergit, donc c'est une superbe oasis qui en fait apparaît entre deux parois rocheuses, et derrière en fait c'est une énorme dune de sable, et donc du coup d'un seul coup on se retrouve, et c'est vraiment très surprenant, hein, mais les oasis c'est toujours très surprenant, d'un seul coup on se retrouve dans un paysage hyper aride, hyper sec, avec que du sable, tout est jaune, et on tourne la tête, et là il commence à y avoir un petit peu de végétation, et là boum, une oasis avec des palmiers, avec beaucoup de végétation, etc. Et c'est un endroit qui est merveilleux la journée, parce que il y a cette fraîcheur, il y a ce vert qui, je pense, est vraiment ancré, en tout cas dans nos perceptions européennes, comme une source de vie et quelque chose qui nous fait du bien. Ça nous fait du bien de voir du vert. Et donc du coup on se retrouve dans cette oasis la journée, où on prend le temps de prendre notre thé, de se balader, de marcher, etc. Et puis il y a de l'eau qui coule des parois rocheuses. On sait pas d'où elle vient, cette eau, cette source d'eau, elle sort de la paroi rocheuse, et elle est chaude, donc c'est super agréable. On peut se baigner les pieds, en profiter pour prendre le temps, etc. De toute manière c'est un pays où on prend le temps, donc c'est super la journée. Et en fait, on m'avait dit amène ton ami la nuit, et j'y suis allée la nuit. Donc du coup, on a marché. On était éclairé par la lune. Hein. Il y a tellement aucune lumière artificielle autour et aucun nuage qu'en fait, quand il y a la lune, on y voit comme en plein jour. Et donc du coup, on part en pleine nuit
dans cette oasis. On rentre dans cette oasis, donc là on est recouvert sous les palmiers, donc on voit plus la lune, donc on est dans la nuit noire. Et en fait là, on m'avait prévenu, mais je pensais pas que c'était aussi incroyable. Il y avait des lucioles, mais partout. Le sol était recouvert de lucioles au point qu'on voyait tous les reliefs grâce aux lucioles, quoi. Et c'était incroyable, mais vraiment magique. Et ça vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être comme dans un film, quoi. Avant de conclure, parce qu'il est temps de conclure, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de venir. Avant de conclure, je vais te poser quelques petites questions qui nous apportent beaucoup à nous qui ne connaissons rien à la Mauritanie. Est-ce que tu aurais un auteur ou une autrice mauritanienne à nous conseiller si on veut creuser un petit peu le sujet ? Je crois que j'ai pas énormément lu quand j'étais là-bas, mais il y avait Théodore Monou, je sais plus, je me souviens plus exactement, Théodore Mounou, je crois, Monou, je sais plus, qui a été un explorateur, scientifique, écrivain, qui a beaucoup écrit sur la Mauritanie, qui a passé beaucoup de temps pour résoudre le mystère de l'œil du désert. C'est je crois que c'est une astéroïde qui est tombée dans le désert mauritanien, et quand on regarde des images de satellites, on voit comme un œil bleu qui s'est formé avec le cratère. Et je crois que il a beaucoup écrit sur la Mauritanie. Je crois que c'était un grand amoureux de la Mauritanie. Et sinon, il y a un livre qui s'appelle Pieds nus en Mauritanie ou quelque chose comme ça, Pieds nus à travers la Mauritanie. Qui est l'histoire de deux femmes qui visitent la Mauritanie dans les années 40 ou 50, je sais plus, et qui rencontrent du coup le peuple mauritanien, donc nomade, et qui, je pense, c'est un mélange de romans et d'histoires vraies, et qui vraiment met en avant toutes les surprises et les choses inattendues dans la rencontre d'une nouvelle population, d'un nouveau peuple, d'une nouvelle culture. Ouais, c'est un cahier d'étonnement en fait de ces femmes avant-gardistes qui osent partir au fin fond de la Mauritanie à deux, comme ça. Ok, alors c'est Pieds nus à travers la Mauritanie de Odette de Puygodeau. Et c'est Théodore Monod, donc grand aventurier qui a traversé le désert de long en large. Et en termes de musique, est-ce que tu peux nous conseiller ? Est-ce qu'il y a des artistes connus internationalement ? Et est-ce que même il y a des artistes dans la rue qu'on peut croiser qui jouent comme ça dans la rue ? Des artistes dans la rue, non. Dans la rue, non, mais il y en a. Oui, il y a des artistes, hein, comme partout, je pense. J'avais un bon ami qui s'appelait Madani, qui est chanteur, qui fait des choses top. Donc petite promotion pour lui. Ouais, Madani, c'était vraiment super. Et sinon, en fait, il y a des musiques beaucoup plus modernes. J'ai oublié les noms, j'ai complètement oublié. Mais c'est vrai que la première musique en Mauritanie, c'est la musique religieuse qu'on entend en boucle dans les cassettes audio qui sont dans les autoradios là, des 4x4, des guides qui nous emmènent dans le désert. Donc j'ai pas énormément écouté de musique mauritanienne. Ok, alors moi je me suis un petit peu renseigné, et c'est peut-être pas des musiques qu'on entend en Mauritanie, mais en tout cas c'est des artistes mauritaniens, c'est Tinari Wen. Donc un son qui est impossible de ne pas aimer, c'est Sastanakwam, je sais pas comment on prononce, Sastanakwam de Tinari Wen. Je vous recommande, c'est impossible de ne pas aimer, c'est super cool. Et alors la question un peu traditionnelle, est-ce que tu as une anecdote à nous donner que seules des personnes comme toi qui ont vécu en Mauritanie peuvent connaître ? Ah oui, je sais. Parce que j'ai un ami là qui est passé me voir il y a pas longtemps là à Casa et qui m'a raconté ça, et je me suis dit vraiment, les Mauritaniens, c'est quelque chose. Les Mauritaniens, ils conduisent toujours avec le pied sorti de la fenêtre. C'est-à-dire que ils conduisent leur voiture et ils vont sortir leur pied en dehors de la fenêtre. Je sais pas, ça doit être des automatiques, hein, toute leur voiture, mais les Mauritaniens ont toujours un pied à l'extérieur, que ce soit de la voiture, que ce soit je sais pas, mais ils aiment bien sortir leur pied. Je sais pas pourquoi. Cette anecdote est exceptionnelle, j'adore, merci beaucoup. Et sinon, une autre anecdote,
quand on est dans une administration mauritanienne, il faut toujours aller regarder, enfin, si le bureau est vide, il faut toujours aller regarder derrière le bureau si les gens sont pas allongés en train de prendre un thé derrière le bureau. Merci beaucoup pour ces anecdotes, elles sont vraiment super. Bon, Manon, en Mauritanie, j'ai l'impression que papa, maman, tout va bien. Papa, maman, tout va bien. Merci beaucoup, Manon. Merci à toi. Bon, pour la petite histoire, la Mauritanie, il y a quelques années, ça me faisait peur, ça m'inquiétait. Je prenais les gens qui y allaient pour des fous qui voulaient juste mourir. Mais ma rencontre avec Manon a changé complètement la donne et m'a donné envie de prendre la voiture et de prendre la route pour aller passer quelques jours dans le désert. C'est au passage cette rencontre qui m'a donné l'idée du podcast Papa, Maman, tout va bien, où ce sont les personnes qui ont habité dans un pays qui nous présentent le pays. On a vu aujourd'hui que la Mauritanie, ce n'est pas que du désert, ce n'est pas que de la chaleur, c'est aussi et surtout un pays accueillant où, j'ai l'impression, on vit bien. J'espère que vous avez appris des choses sur ce pays, sur cette perle discrète, et que vous me rejoindrez pour mon prochain voyage en Mauritanie. Merci et à bientôt.